Merci à vous. Je vais donc continuer ce qui a été dit par Laure et par Laurent sur la dimension que l'on a tous et qu'il faut bien comprendre. Quel est notre terrain de jeu et comment on est arrivé à ce terrain de jeu. Il faut toujours comprendre son historique. Il y a des raisons et ce terrain de jeu peut bouger à partir d'un cadre qui est européen surtout. L'ARP, pour vous, c'est surtout votre émanation. Je crois qu'il faut que vous compreniez bien que c'est votre maison, l'ARP. C'est celle qui, notamment, et ça a été dit par Laure, répond beaucoup pour le monde de la télévision, et depuis très longtemps, au caractère sûr. Puisque, comme vous le savez très probablement, 100% de la publicité télévision reçoit un avis préalable de l'ARP avant diffusion. Ça a été l'année dernière presque 23 400 films qui ont reçu un avis favorable pour qu'ils puissent être passés. Donc ça a été plus de 21 000 favorables. Et puis on conseille bien sûr tous les autres médias. Le digital en fait largement partie et à tout stade de la création. Donc ça, c'est parce que nous sommes votre émanation. Nous avons 800 adhérents, évidemment tous les médias, mais aussi les annonceurs, mais aussi les agences nous soumettent et affluent de plus en plus tendus, parce que quand je parle des 23 395 avis, on les a pour la moitié rendus dans l'heure, ces avis, grâce justement à des dispositifs que l'on met en place. Il y a une dizaine de juristes, et puis bien sûr, il y a des investissements IT que la profession fait pour vous tous. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un cadre qui n'est pas nouveau. La télévision n'est pas nouvelle et le cadre n'est pas nouveau. Nous sommes encore sous l'empire de la loi dite de 1986, qui existe toujours, qui a été moult fois réformée et évoluée. Mais surtout, ce cadre-là est important. Ce cadre est né, donc beaucoup n'étaient presque même pas nés, est né donc de l'ancien monde, de l'analogique, et même né avant le Sans Frontières, la première directive qui date de 89, qui s'appelle Télévision sans frontières. Donc ce cadre, il est né pour l'audiovisuel, donc il n'est pas que télé, il est aussi radio, mais ce cadre a permis à l'époque l'ouverture du marché privé. TF1, rappelons-le, c'est 87, sa privatisation. Là, on est encore dans un cadre où il n'y a que des chaînes publiques, et il y a Canal+, qui est certes une chaîne privée, mais enfin qui a été créée par Havas, qui à l'époque n'est pas privatisé. Je rappelle que Havas n'a été privatisé qu'en 86. Donc voilà le paysage dans lequel, et ça s'inscrit dans une histoire aussi politique. Cette histoire, c'est qu'il y a d'autres médias qui existent, et la télévision vient parmi les autres supports, certains existant déjà depuis le 19e siècle, puisque on date, d'après vous, de quand date la première pub, véritablement? On l'estime en France, c'est 1827, en fait, première pub presse, qui était plutôt une petite annonce commerciale, même s'il pouvait y avoir un peu d'affichage, bien sûr, mais la première pub, véritablement, on va dire du monde moderne, n'a finalement que même pas 2 siècles. Donc, cette loi, il faut l'entendre, elle fixe dès le début un certain nombre d'articles et elle définit ce qu'est la télévision, ce qu'est la radio. Et puis en 2010, elle va définir ce que Laurent a pu appeler, dans le jargon, on appelle ça des services de médias audiovisuels. C'est notamment TF1 est un service de médias audiovisuels à la demande, selon le jargon juridique. Mais donc on voit bien, dès le début, est considéré, mais surtout est prévu quand même, ou par une catégorie publique. Le texte légal permet éventuellement qu'il y ait cette segmentation dont on parle. Mais elle n'est pas mise en place, mais elle est prévue dans le texte d'origine. Et puis ensuite, on retrouve bien sûr que ça renvoie à des décrets, et notamment des décrets qui concernent la publicité, le téléachat et le parrainage. Et ça vaut la même chose pour tout ce qui est radio-télévision, CAPSAT, alors tout ça c'est du jargon, des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, et puis grosso modo les services de médias audiovisuels, c'est l'Internet, ce sont les réseaux digitaux, et qui peuvent passer bien sûr aussi par les box. Et donc ensuite ça renvoie à ce décret dont Laurent a parlé, et à ce mot-clé, un seul unique mot, simultanément. En fait c'est très simple finalement. Pourquoi il n'y a pas de télévision segmentée dont on a parlé, même s'il y a déjà des options? Ça vient uniquement par ce mot « simultanément », qui n'est pas nouveau, on est depuis 1992.
Sauf, et les exceptions ont été données, sauf France 3, c'est le premier alinéa, sauf Marketing Scan, c'est le deuxième alinéa, et puis quelques cas qui ont pu être évoqués sur les chaînes CAPSAT, qui est le troisième alinéa. Donc là, ce sont les 3 seules exceptions qui sont prévues dans ce décret à l'article 13. Alors je ferai ensuite une interrogation. Article 13, simultanément du décret du 27 mars 92. Donc c'est toujours ça, et nous vivons toujours, et les chaînes bien sûr vivent toujours sous l'empire de ce texte-là. Et donc c'est pour cela, donc il n'y a pas de retard français, hein. Parfois je lis des choses, la France serait en retard sur la télévision. Non, c'est une volonté politique, on est bien dans un décret, une volonté politique à date, de garder ce terme simultanément et de garder que les exceptions qui ont été prévues par ce décret. Alors, en 2010, il y a eu une nouvelle directive, mais qui n'a pas modifié tout cela, sauf qu'en 2010, sur les services de médias audiovisuels, donc ces nouveaux supports dont on a parlé, dont notamment tout ce qui est VOD, catch-up, hein, qui rentre dans cette définition, il n'y a pas cet article 13. C'est d'ailleurs pour cela que sur les services de médias audiovisuels, il est possible justement de faire de la télévision segmentée, puisqu'il n'y a pas référence à cet article 13. Et je mentionne aussi qu'il n'y a pas cette référence à l'article 8, qui est celui des secteurs interdits, que vous connaissez peut-être, probablement, sauf l'alinéa qui est mentionné, qui concerne que la publicité alcool. Donc, c'est pour ça que sur les SMA, la publicité du cinéma est possible, la publicité de l'édition littéraire est possible, et que la publicité promotionnelle de la distribution est possible sur les services de médias audiovisuels, mais pas sur la télévision linéaire, puisque là, c'est évidemment dans le cadre du décret. Mais je n'ai pas voulu embrouiller, il y a suffisamment de règles dans l'ensemble de ce texte. Et puis nous arrivons, et ça a été dit, il y a une évolution nouvelle de cette directive, qui est vraiment très récente, hein. Donc c'est le journal officiel, vous avez la date, depuis donc 28 novembre 2018, il y a donc une directive, une nouvelle version de cette directive européenne. Donc la première version, c'est 89, Télévision sans frontières. Il y a la dernière révision datée de 2010. Et donc l'ultime maintenant révision, celle qui oblige chaque État membre à devoir transposer, Laurent l'a dit, dans une loi audiovisuelle, ça part de ce texte formellement publié au journal officiel de l'Union européenne. Et cette directive donne jusqu'au 19 septembre 2020, au plus tard, la transposition de cette directive dans, et c'est bien précisé, dans le réglementaire. Réglementaire, ce sont les décrets. Dans le législatif, c'est la loi. Et puis, y compris l'administratif, puisque n'oublions pas qu'il y a cette directive garde bien sûr l'autorité administrative existante dans chacun des pays. En France, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, qu'est-ce qui est nouveau surtout dans cette directive ? C'est qu'elle fait rentrer de nouveaux acteurs dans le jeu de la directive, les services de plateforme de partage de vidéos. C'est le terme exact qui est utilisé. Ça n'existait pas en 2010, même si YouTube existait avant. Mais en tout cas, la directive ne les couvrait pas. Dorénavant, ils sont tout ou partie, et c'est là où il va y avoir débat, et grand débat dans tous les États membres, mais ils sont tout ou partie pris en compte dans cette directive, qui répond à cette définition. Ce qu'ils entendent par service de plateforme de partage de vidéos, c'est fourniture au grand public, on voit bien, de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, bien sûr, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer. Et puis surtout, et dont l'organisation est déterminée par cette plateforme, par le fournisseur de cette plateforme de vidéos, à l'aide des moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement. Vous imaginez que pour arriver à ce genre de définition, ça a été 2 ans de lobby de toutes les parties prenantes, hein, et dans tous les sens. Mais depuis le 28 novembre 2018, de toute manière, c'est dedans, et le lobbying va se passer ailleurs, mais dorénavant, le texte européen fixe ça sur ce qu'on appelle les services de plateforme de partage de vidéos. Et puis il y a bien sûr des alinéas qui définissent ce qu'est une communication commerciale audiovisuelle, qui inclut bien sûr tout ce qui est publicité, téléachat, parrainage et placement de produits. Le placement de produits avait été déjà introduit dans la dernière directive de 2010. Alors ce qui est important, c'est que c'est une directive, ce qu'on appelle une directive minimale. C'est-à-dire que les États membres
peuvent avoir des règles plus détaillées ou plus strictes. C'est pour cela que depuis 1992, et la France n'a jamais été condamnée à avoir ce mot simultanément, par exemple. Parce que les États ont tout à fait possibilité d'avoir des règles plus strictes que le texte européen. Donc la France n'est pas du tout en opposition aux textes européens. C'est donc un choix qui reste toujours un choix politique, comme on l'a dit. Ce qui est important surtout pour nous et du point de vue de l'ARP, et donc pour vous, la profession, c'est que ce texte, maintenant, formellement, dans ses articles, reconnaît l'autorégulation en tant que telle. Donc c'est pas simplement pour l'ARP, mais c'est vraiment important pour tous les sujets que l'on va aborder. Et il reconnaît surtout qu'il y a des codes qui existent et qui répondent surtout à ces critères qualitatifs. Et on pense sincèrement qu'à l'ARP, la profession a fait en sorte que tous ces critères soient bien respectés, puisque, comme je l'ai dit, par exemple, toutes les chaînes de télévision sont évidemment les régies adhérentes de l'ARP, les annonceurs, leurs organisations professionnelles, les agences, leurs organisations professionnelles. Donc c'est bien conçu et accepté par une grande partie de la profession, une immense partie de la profession, que, évidemment, ça définit des objectifs, que ça prévoit du contrôle, ici, qui est indépendant et transparent. Je rappelle qu'il y a dans l'autorégulation en France un jury indépendant, et que ça assure, bien sûr, une mise en œuvre effective, et vous le savez, ne serait-ce que pour la télévision, avec cet avis préalable systématique avant diffusion. Et il peut y avoir, s'il n'y a pas forcément au niveau national, il peut y avoir même au niveau de l'Union, des codes de l'Union, qui s'appellent des codes de conduite de l'Union. C'est un étage supérieur. S'il n'y a pas de textes nationaux, il est aussi possible d'avoir des textes européens. De toute manière, ça tombe bien. Nous avons aussi, au niveau européen, la même chose que nous avons au niveau français. Au niveau européen, il y a une alliance européenne de l'éthique publicitaire qui a comme membre la Fédération mondiale des annonceurs, l'Association des agences de communication européennes, l'ECTA, pour la télévision, et bien sûr l'ARP est aussi au niveau européen, au niveau de l'Alliance. Donc au niveau, ce qu'il faut retenir, et surtout vous, dans les discussions que vous pouvez avoir, c'est de rappeler que nous avons a priori tout ce qu'il faut pour respecter, tout en s'associant parfois, bien sûr, avec les autres autorités qui peuvent exister. Ils sont visés là, par exemple, évidemment, le CSA à ce niveau, à cet article 4 bis, avec toujours cette notion de règles plus strictes et plus détaillées. Donc pour cela, on a, je le rappelle, on a ce code. Nous estimons que nous avons en France largement couvert, et au niveau européen bien sûr, et au niveau mondial avec un code de la Chambre de commerce nationale, nous avons ce code qui existe pour tout ce qui concerne, et ce code il bouge, il est en évolution permanente, et ce code, vous pouvez l'avoir, il est accessible, on l'a même rendu en motion design, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas simple, vous n'avez pas tous envie de lire un code, vous avez comme ça possibilité de voir en animation graphique toutes les règles qu'il faut avoir. Alors dans cette directive, je vais surtout attirer l'attention sur quelques points pour terminer. Sur la directive, il y a quand même évidemment toujours ces problématiques mineures. Mineur, c'est pas enfant, mineur, c'est moins de 18 ans. Donc c'est important. Bien sûr, on se doute bien qu'il y a nécessité sur ces points-là d'avoir des mesures strictes, mais je souhaitais surtout mettre ce point 2 sur les données à caractère personnel. Ça a été dit, on a parlé data. Et donc, c'est important que ce texte est clair sur la notion de data, et notamment vise clairement le profilage, la publicité basée sur le ciblage comportemental, qui apparaît ici en bas. Donc, on verra comment la transposition sera effectivement faite. Comme c'est une directive minimale, il y aura des points de surveillance à voir, mais il y aura très probablement sur le ciblage mineur des restrictions fortes, à définir jusqu'où, mais il y aura des restrictions quand même assez significatives, au-delà même de la notion d'opt-in. Je pense qu'on sera au-delà de ça, on sera sur quelque chose de plus restrictif. Donc c'était un point mineur, un majeur concernant les mineurs à avoir en tête, mais dont on verra la traduction qui sera faite dans nos textes nationaux. Après, on retrouve là, c'est l'intégrité du signal qui est évidemment visée, et ça c'est important. Les acteurs, éditeurs, chaînes ont évidemment continué et obtenu un fort lobby qu'évidemment
par exemple les superpositions par des bandeaux, etc., qu'il n'y ait pas de modification du signal, enfin tout ça est visé dans ce point-là. Et puis après, il y aura évidemment toujours, ce sera défini tout ça par du décret, mais ça veut dire que pour les organisations représentant, vous représentants, je pense UDECAM, je pense à ASSC, je pense évidemment à SNPTV, ce qui n'est pas le rôle de l'ARP, c'est évidemment d'être toujours vigilant, et je sais qu'ils le sont, sur les transpositions de tous ces points-là. Et donc, ce qui est vraiment nouveau, vous l'avez compris, c'est que maintenant a été introduit dans cette directive les plateformes de partage de vidéos. Alors, certaines peuvent s'estimer ne pas rentrer dans cette définition, et ça, c'est le législateur qui les fera rentrer ou pas dans la définition. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien sûr, cette règle-là ne vient pas complètement en opposition avec cette directive dite commerce électronique de 2000, qui est celle qui régit toutes les plateformes, même si à l'époque, en 2000, il n'y avait pas les YouTube et Co, mais il y a tout ce qu'est le commerce électronique est régi par cela, et notamment ensuite des règles de marché intérieur. Mais bien sûr, les États membres, alors c'est la vraie difficulté par rapport aux plateformes de vidéo, c'est qu'on est dans un principe plutôt du pays d'origine à ce niveau-là. Donc tout va dépendre où ces plateformes de partage de vidéos vont estimer être le pays d'origine de leur émission. Donc est-ce que ça va être Dublin, hein? Donc est-ce que ça va être sous l'autorité du CSA de Dublin et pour nous de notre homologue, la SAI? Là, ce n'est pas encore tranché. Mais les plateformes sont sous régime beaucoup plus important du pays d'origine. Donc là encore, il va y avoir débat, vous imaginez bien. Qu'est-ce qu'on entend par pays d'origine? Et est-ce qu'une localisation, des bureaux à Paris sont considérés comme un pays d'origine? Ça, c'est pas évidemment tranché juridiquement. On verra les évolutions, mais il n'y a pas tant de temps que ça sur ce point. Et je terminerai après tous ces articles, vous les avez. C'était important, surtout le point précédent, c'est que évidemment il y a toujours cette notion il n'y a pas de contrôle ex ante qui est à mettre en place. Hein. Il n'y a pas d'obligation générale en matière de surveillance qui s'applique à cette plateforme. Hein. C'est le principe de cette directive du commerce électronique, c'est qu'il n'y a pas de surveillance. Donc c'est pas le même régime exactement que pour les télévisions, on va dire, linéaires qui s'appliquent. Il y a plus de règles, mais ce n'est pas le même régime exactement qui s'applique. Et puis, il y a évidemment ensuite, s'il y a des manquements, voilà, ça, vous le savez bien, c'est déjà le cas de retirer promptement les contenus en cas de caractère illicite, etc. Même s'ils vont s'appliquer à ces plateformes des obligations beaucoup plus fortes sur les contenus à caractère haineux, par exemple, les contenus terroristes, et puis aussi les mineurs, ce qui pose d'ailleurs de vraies questions, puisque ça s'appliquera bien sûr de la même manière sur ces plateformes le placement de produits, qui est interdit pour les mineurs dans la directive, et donc qui peut aussi s'appliquer d'une certaine manière aussi à ces plateformes, et donc aux marques qui voudraient faire du placement de produits dans des contenus mineurs sur ces plateformes. Donc ça, on arrivera à une évolution réglementaire. Mais je termine avec un peu de couleur, mais pour dire qu'on n'est vraiment qu'au début, mais on est au cœur des sujets. C'est en ce moment que le projet de loi se rédige. Donc c'est vraiment en ce moment, il n'y a pas que les positions, les arbitrages, la hauteur ou pas de la transposition ou de la surtransposition, puisque vous savez que la France surtranspose beaucoup l'ensemble des textes européens, jusqu'où va aller les grands équilibres. Tout ça vont se faire à partir se fait maintenant, puisque, comme Laurent l'a dit, le ministre Riester le dit tout le temps qu'il y aura un projet de loi déposé au Conseil des ministres fin juin, début juillet, en tout cas au début de l'été. Qui dit projet de loi dit qu'il y aura débat, bien sûr, mais ce projet de loi va quand même déjà cadrer beaucoup tout ce que vous avez pu voir. Et là, je me suis concentré bien sûr que sur les sujets publicité. Hein. La directive couvre plein d'autres thèmes que les simples sujets publicité. Donc on termine avec quelque chose un peu rude. Je suis désolé après Laure et Laurent. Mais pour que ce terrain de jeu dont vous avez parlé fonctionne, il faut que ça bouge. Dans un sens, je ne sais pas lequel, et ce n'est pas le rôle de l'ARP, c'est le rôle de vous, acteurs, de le dire et de faire en sorte. Mais à ce jour, retenez l'article 13 et le terme simultanément.
ne permet pas d'exprimer plus que tout ce qui a été dit, même si, on l'a vu, beaucoup de choses sont prêtes. Merci à vous.